Voilà, il est l'heure d'ouvrir les journaux du monde entier avec Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment, donc, cette répression brutale des manifestations contre le coup d'État en Birmanie, où près d'une trentaine de personnes ont donc été tuées pour la seule journée d'hier. Irrawaddy évoque une journée sanglante au cours de laquelle effectivement au moins 38 personnes ont été tuées, les forces de l'ordre ayant tiré à balles réelles sur les manifestants désarmés. Face à ce bain de sang, le journal d'opposition veut croire malgré tout que la partie n'est pas encore perdue et il assure que le soulèvement national continue à prendre de l'ampleur malgré la répression qui s'est abattue sur tout le pays. Le journal regrette toutefois le manque de soutien de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, dont il dénonce la frilosité. Le peuple birman sait que l'ASEAN n'est pas démocratique, que beaucoup de ses membres sont des semi-démocraties ou des régimes autoritaires. La jeunesse birmane se moque de l'ASEAN, de la Chine et du Japon et de tous ces pays qui font mine de la soutenir du bout des lèvres, je cite. Et on en parlait avec notre correspondant en Chine, Charles Pellegrin, tout à l'heure. Les voisins de la Birmanie, eux, s'inquiètent avant tout de l'instabilité du pays. Outre le sort des citoyens birmans, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Asie du Sud-Est. Asia Times se dit inquiet en effet des conséquences transnationales du coup d'État du 1er février. L'affaiblissement de la démocratie dissuade l'investissement étranger dans le pays, prévient le site, en évoquant l'exemple du conglomérat japonais Kirin Holdings qui a annoncé mettre fin à ses activités en Birmanie. Asia Times prédit que le bouleversement soudain de la vie politique en Birmanie aura des implications durables qui s'étendront probablement bien au-delà des frontières du pays. À la une également, ce nombre record de morts liés au Covid-19 au Brésil. Le pays est touché de plein fouet par la deuxième vague de la pandémie. D'après la Folha de São Paulo, le pays enregistre plus d'1 millier de décès chaque jour depuis près d'un mois et demi maintenant. Une hécatombe qui porte à quelques 260 000 morts le nombre de victimes brésiliennes du Covid-19. Le Brésil traverse actuellement la semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie. Le journal Damien estime que le pays est en train de recueillir les fruits empoisonnés de la désorientation, de l'ignorance, de la négligence et de l'imprévoyance du gouvernement, et en particulier du président Jair Bolsonaro, dont il étrille l'appel à boycotter les masques en pleine deuxième vague épidémique, alors que la campagne de vaccination se traîne, je cite, et que les hôpitaux brésiliens sont totalement débordés. On prend maintenant la direction de l'Australie. On va ouvrir les journaux australiens parce que là-bas, l'attorney général, l'équivalent du ministre de la Justice, a publiquement nié hier les accusations de viol portées contre lui. Ces accusations avaient été portées à la connaissance du Premier ministre Scott Morrison et de plusieurs parlementaires la semaine dernière via une lettre anonyme, une lettre rédigée par des amis de la victime présumée qui s'était suicidée l'année dernière à l'âge de 49 ans. Les faits présumés remontant, eux, à 1988. Christian Porter, 50 ans, donc, a reconnu hier, en effet, et en larmes, être la personne visée par ces accusations, qu'il nie toutefois vigoureusement. The Australian, pour sa part, rappelle que cette nouvelle affaire éclate alors que le gouvernement australien a déjà été éclaboussé le mois dernier par d'autres accusations de viol. Et il affirme qu'il est impossible de connaître aujourd'hui la vérité sur ce qui s'est passé il y a 33 ans. Le journal soutient aussi que si les Australiens veulent que justice soit rendue aux victimes de viol, de ces crimes, ils attendent aussi des enquêtes en bonne et due forme, je cite, qu'ils savent que toutes les accusations de viol ne sont pas vraies et qu'ils respectent la présomption d'innocence. The Sydney Morning Herald est beaucoup plus sceptique. Il demande l'ouverture d'une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire, en accusant Scott Morrison, le Premier ministre, donc, d'avoir cherché à étouffer cette affaire, une stratégie que le journal juge dommageable pour l'image de l'Australie et les droits des femmes dans ce pays. Accusé, lui, de harcèlement sexuel. Le gouverneur de l'État de New York, lui, refuse de démissionner pour l'instant. La figure de la lutte anti-Covid aux États-Unis, promis à une carrière nationale, Andrew Cuomo se retrouve sous la pression à la fois de ses adversaires républicains et d'une partie de son propre camp, selon Politico, qui fait état de l'embarras du Parti démocrate, qui se présentait jusque-là comme le grand défenseur, le fer de lance du mouvement MeToo. Notamment, on s'en souvient, lors de l'affaire, Brett Kavanaugh se juge
conservateur qui avait failli louper la nomination à la Cour suprême après des accusations d'agression sexuelle. Et chez Cuomo. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je vous propose de jeter un coup d'œil au Guardian qui raconte comment un tout petit chat a provoqué un énorme bazar à lui tout seul, mardi à la gare Euston de Londres, obligeant tous les passagers à changer de train à cause de son refus de quitter le toit d'une locomotive. Le resquilleur avait visiblement l'intention de voyager à l'œil jusqu'à Manchester. Les négociations, que dis-je, le bras de fer entre la bestiole et le personnel de la gare a duré une éternité. Ah bon 2h30 de négociations. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure aux côtés de Pauline Godard.